Que vous souteniez ou non l'expansion de l'armée américaine, sa présence à travers le monde est ressentie par des millions de personnes, et le nombre de ses bases étrangères dépasse celui de tout empire connu dans l'histoire du monde. Alors pourquoi l'armée américaine a-t-elle des bases partout? Pour comprendre notre situation actuelle, nous devons connaître nos origines. En tant que nation naissante, les forts étaient la première chose qu'un citoyen américain voyait lors de l'acquisition d'un nouveau territoire, précédant souvent les quartiers et le gouvernement local. Les pères fondateurs comprenaient que cette nouvelle civilisation s'effondrerait si elle n'était pas protégée. Au début, les États-Unis ont établi des avant-postes comme les casernes Jefferson en 1826 et des chantiers navals dans des lieux comme Boston, Brooklyn et Philadelphie. Au XIXe siècle, le territoire américain était si vaste qu'il a commencé à ressembler à une grande confédération de petits pays, incitant les gouvernements à établir stratégiquement des bases pour assurer la stabilité intérieure dans toutes les régions en développement. En 1862, la croissance interne des bases avait atteint un niveau record, avec des conflits comme les guerres indiennes des plaines et la cession mexicaine conduisant à la création de bastions militaires clés tels que Fort Sill en Oklahoma, Fort Sam Houston au Texas et Fort Riley au Kansas. Peu de temps après, la guerre hispano-américaine de 1898 a été le premier conflit qui a envoyé les États-Unis sur la voie de la transformation en un empire d'outre-mer. À la fin de la guerre, le traité de Paris a conduit à l'acquisition des Philippines, de Guam et de Porto Rico en tant que territoires américains. Précédemment, le Congrès était réticent à investir dans les colonies étrangères, privilégiant principalement le maintien de l'ordre dans les États via l'armée. À cause de cela, presque 50% de l'armée de 200 000 hommes des États-Unis était composée d'unités de la garde nationale. Le nombre d'artilleries était faible et la présence navale était égale ou inférieure à ce qui était trouvé dans des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne ou la France. Hypothétiquement, si deux des trois avaient décidé de cibler la côte Est, les États-Unis auraient eu beaucoup de problèmes et auraient très probablement été transformés en une autre expérience démocratique ratée. Cependant, le conflit croissant avec des généraux espagnols comme le général Valeriano Weyler a contraint cette superpuissance économique en pleine croissance à construire sa première série permanente de bases à Cuba, Hawaï, Guam et dans la zone du canal de Panama au début du XXe siècle. Avec cela, plus de routes commerciales ont été facilitées avec des alliés occidentaux. Les États-Unis devenaient un pays très riche et il est devenu évident que des mesures devaient être prises pour maintenir cela. Au moment de la Première Guerre mondiale, les États-Unis posaient les bases pour devenir l'un des États-nations les plus fortifiés du monde également sur le plan intérieur, en établissant des bases comme Fort Benning en Géorgie et Fort Bragg en Caroline du Nord, qui deviendraient deux des plus grands centres de formation du pays. L'accent était plus sur l'intérieur que l'extérieur. Un concept que la nouvelle génération aurait du mal à croire. Un États-Unis déterminé à éviter toute intervention à tout prix. Il est important de comprendre que jusqu'à la fin des années 30, une grande majorité des États-Unis était composée d'isolationnistes, ce qui signifie qu'ils préféraient ne s'impliquer que sur le plan économique. Il y avait une histoire de canalisation des ressources pour un bénéfice financier futur, mais mettre des bottes sur le terrain était considéré comme excessif. Au lieu de cela, le pays a continué à se fortifier avec des bases implantées à San Diego, Los Angeles et Pearl Harbor. Ce dernier finirait par servir de passerelle à la fortification mondiale que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, comparez cela aux 57 territoires, colonies et dominions que l'Empire britannique détenait à la même époque, gérant 20% de la population mondiale. Le monde était un endroit très différent. En 1940, le président Franklin D. Roosevelt avait réglé les négociations avec l'Angleterre dans ce qui allait devenir connu sous le nom de l'accord des destroyers pour base. Si la guerre hispano-américaine et la Première Guerre mondiale ont initié la construction de bases à grande échelle, cette législation est comme une baignoire remplie de kérosène. C'était la première véritable expansion de masse, les États-Unis recevant des baux de 99 ans pour 8 bases aériennes et navales britanniques à Terre-Neuve, aux Bermudes, en Guyane britannique et sur 5 îles clés des Caraïbes. Non seulement cela a établi une longue tradition de commerce d'armes, avec les États-Unis envoyant 50 destroyers à travers la mer, mais cela a également donné le ton pour le reste de la Grande Guerre et au-delà. La suprématie navale était cruciale pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que le traité de Versailles ait forcé l'Allemagne à abandonner ses sous-marins, Adolf Hitler a approuvé la construction de navires en 1935. En quelques mois, la guerre sous-marine est devenue une préoccupation constante pour les Alliés. Pendant la guerre, un total de 1162 sous-marins ont été construits pour frapper à tout moment. Il était désormais plus important que jamais que les pays disposant de ressources à épargner commencent à aider les nations qui s'étaient déjà épuisées.
Saisissant l'opportunité, les États-Unis ont acquis des droits de base au Brésil, au Maroc, aux Açores, en Islande et en Grande-Bretagne dans le but de repousser l'assaut des sous-marins venant des puissances de l'Axe. Ces nouvelles bases agiraient comme des points de contrôle stables dans l'Atlantique, car l'envoi de fournitures à la Grande-Bretagne et à l'Union soviétique était devenu extrêmement difficile. À ce stade, beaucoup étaient démunis, et l'aide américaine était la seule chose qui maintenait les forces amies à flot. En pleine bataille, ces nouvelles bases ont eu plusieurs utilités pour les Alliés. Dans le Pacifique, le Japon était une force absolue, prenant les Philippines, les Indes orientales néerlandaises, la Nouvelle-Guinée, Guam et bien d'autres havres vitaux. Bien qu'ils ne soient pas aussi efficaces que les Allemands, ils ont réussi à couler 1 million de tonnes de matériel de navires marchands alliés dans la chaîne d'approvisionnement. Les États-Unis ont promptement établi de nouvelles bases pour l'infanterie et les expéditions de bombardement en Australie, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, Afrique du Nord, Italie, Chine et certaines îles du Pacifique. À ce stade, les États-Unis ainsi que le reste des forces alliées étaient confrontés à un cauchemar logistique. Ce n'était pas une mince affaire de construire des bases pour soutenir et former plus de 11 millions d'hommes. Avec de telles limitations, la construction effrénée est devenue une nécessité absolue. C'était aussi le début des bases conjointes, où les Alliés partagèrent le fardeau de protéger les postes nécessaires pour le moment venu de riposter. C'est ainsi que les États-Unis sont devenus le moteur économique du monde. Lorsque les puissances de l'Axe ont finalement été éliminées le 2 septembre 1945, les Alliés se sont retrouvés avec une opportunité unique. La civilisation devait être refaite en quelque sorte. Le seul problème était que les nouveaux dirigeants du monde avaient des visions différentes de ce à quoi ressemblerait cette nouvelle civilisation. Lorsque la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et l'Union soviétique se sont assis pour disperser les butins de guerre, ils établissaient effectivement le nouvel ordre mondial. Ils ont commencé par diviser l'Allemagne en 4 zones d'occupation contrôlées par les 4 principaux vainqueurs. Immédiatement, il était clair que les Russes avaient de grands projets pour la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne et de nombreuses autres parties du territoire gérable le plus proche d'eux. Pendant la guerre, de nombreuses nations comme la Yougoslavie étaient partisanes du communisme, mais ne faisaient pas officiellement partie du projet d'expansion soviétique. Cependant, avec le temps, il était clair qui commandait le Nouvel Est. Alors que le dernier grain de poussière se posait à Nagasaki et Hiroshima, la présence militaire russe était en déclin, mais pas assez pour le confort de l'Occident. Il est documenté que même quand les hommes rentraient, l'Ouest était toujours en sous-nombre de 10 contre 1. Les États-Unis étaient encore dans une position unique. Alors qu'il était clairement le nouveau leader de l'Ouest, être au sommet signifiait que la défense était désormais la responsabilité principale. Des nouvelles circulaient à Washington selon lesquelles les Russes pouvaient mobiliser 8 millions de troupes aguerries à la guerre en l'espace d'un mois. Le 5 mars 1946, Churchill a prononcé un discours sur la nouvelle menace au Westminster College à Fulton. Le rideau de fer a été levé et la guerre froide a officiellement commencé. À ce stade, les États-Unis établissaient des records mondiaux, construisant en moyenne 112 installations militaires étrangères par mois. Alors que la paranoïa, sans doute bien fondée, atteignait son apogée parmi les nouvelles superpuissances, la guerre était considérée comme une inévitabilité et une grande partie de l'élite militaire pensait qu'un point clé de vulnérabilité était le Gap de Fulda, qui se trouvait au milieu de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, un point qui menait directement du territoire russe à la France et à la Manche. D'autres préoccupations de cette nature surgiraient au cours de la décennie suivante, conduisant à un besoin de déploiement immédiat en cas d'invasion rouge. Ainsi commença ce que beaucoup finiraient par appeler la politique de dissuasion. Il ne suffisait plus simplement d'avertir l'adversaire. Il fallait faire quelque chose. Avant cela, la croissance militaire était généralement réactionnaire. Lorsqu'une menace imminente se profilait, il était temps de faire appel aux travailleurs de votre pays et de vos voisins pour se fortifier pour Dieu et la patrie. Désormais, elle était considérée comme une constante nécessaire, une police d'assurance pour l'inévitable tempête radioactive qui pourrait déchirer la moitié capitaliste de l'Europe. Les gouvernements récents, particulièrement en Allemagne de l'Ouest, manquant d'argent, ont quasi imploré les États-Unis pour de l'aide, pour l'établissement de bases et ambassades. Au plus fort de la guerre froide, les États-Unis avaient plus de 200 installations militaires le long du seul mur frontalier de l'Allemagne. Ces pays frontaliers ou connectés aux soviétiques croyaient que la présence militaire des États-Unis ferait pour leur pays ce que l'or a autrefois fait pour la monnaie fiduciaire. Quand les barbares étaient aux portes, ils pouvaient faire appel aux légions pour préserver l'héritage occidental.
Le besoin n'était pas différent en Asie de l'Est. Les décennies suivantes ont vu éclater une guerre en Corée et une alliance renforcée avec le Japon. Le commandement aérien stratégique de l'armée de l'air des États-Unis, ou commandement aérien stratégique, a augmenté le nombre de bases de bombardiers de 19 à 30. À ce stade, l'objectif était de sécuriser autant de territoires que possible. La plupart croyaient que la guerre pourrait signifier la mort de millions de civils et peut-être l'Armageddon total. Des bases ont été établies au Groenland, Libye, Angleterre, Espagne, Maroc, Corée et Philippines. Alors que les Soviétiques renforçaient leur défense antimissiles, de nombreuses zones de lancement sont devenues obsolètes. D'ici 1965, le nombre de bases avait gonflé à cause de la guerre du Vietnam, conduisant à des projets majeurs à Okinawa, Guam et Luzon. Cette activité serait finalement appelée la stratégie de l'empire des bases. En approchant du XXIe siècle, l'intérêt américano-britannique pour le pétrole était à son apogée. Ils ignoraient qu'une opportunité semblait tomber du ciel. Le 2 août 1990, l'Irak a envahi le Koweït. Ils devaient beaucoup d'argent à leurs voisins, et les réserves de pétrole du Koweït étaient considérées comme le prix ultime. Cette invasion a déclenché une vague d'installations militaires le long du golfe Persique, soutenue par une coalition de 42 autres pays. Au fil du temps, l'accroissement des bases s'est révélé crucial pour des opérations telles que Bouclier du désert et Tempête du désert. C'est là que la construction de bases a atteint son apogée absolu, mais la fin de la guerre froide dans les années 90 a amené beaucoup à remettre en question la nécessité de l'implication des États-Unis. Il était clair quel pays était devenu le prochain empire, et l'appel mondial à la démantèlement des installations militaires était également à son apogée. À ce stade, l'opinion générale était que le géant mondial prolongeait trop son séjour. Cependant, alors que certaines suppressions de bases étaient rapides et faciles, comme le retrait de la base aérienne de Clark aux Philippines ou de Subic Bay, d'autres comme Okinawa se sont avérées difficiles. Il est clair que l'âge d'or des États-Unis, de la construction de bases, touchait à sa fin. La question était de savoir combien devaient rester, car certains endroits servaient et continuent de servir à la sécurité des routes commerciales. Aujourd'hui, les États-Unis ont diminué de plus de moitié leur nombre de bases militaires, passant d'environ 1600 à 750 en 2022 selon les registres. Comme la demande de suppression de bases a augmenté ces dernières décennies, le nombre pourrait continuer à baisser. Il y a un nombre conséquent d'installations militaires américaines abandonnées qui ont suscité des discussions sur Internet. Quelques exemples sont les forts de Montcel construits sur la Tamise et la Mersey pour défendre le Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale, l'atoll de Kalama pour stocker des armes chimiques et la baie de Sassoon en Californie, connue pour sa flotte de navires fantômes. L'abandon de ces bases a conduit à une variété de développements et beaucoup d'entre eux ont été moins que positifs. De la contamination de l'eau par la flotte de navires fantômes aux fuites de déchets au Groenland, l'exode a souvent été problématique pour l'environnement. De plus, il y a des cas où les bases abandonnées sont transférées à des entités hostiles comme les talibans, lorsque les États-Unis ont retiré leurs forces en ce fatidique mois de juillet 2021. En vérité, les bases ont été cédées ou détruites depuis les années 50, mais il est difficile de déterminer en quoi cela fait une grande différence, étant donné qu'ils ont commencé à en construire beaucoup plus ces dernières années. Certains comparent rapidement l'Empire britannique et l'expansion des bases américaines, indiquant que ces territoires sont en réalité des dominions britanniques sous une autre appellation. Les deux nations se sont transmis le flambeau après la Seconde Guerre mondiale. Il est important de souligner que la Grande-Bretagne a encore 145 bases réparties dans 42 pays. La Chine en a beaucoup, mais la plupart d'entre elles se trouvent dans les limites d'une annexion agressive. Et la Russie possède 21 stations notables. Beaucoup se trouvent dans les territoires balkaniques et slaves. C'est une façon intéressante de cadrer la dynamique, mais la situation semble être un peu plus grise. Bien que les États-Unis aient apparemment réduit le nombre de bases, le nombre de pays qui accueillent des bases américaines a doublé, passant de 40 à 80 pays au cours des 3 dernières décennies. Cela indique que la construction de bases est plus organisée, nécessitant moins de bases pour atteindre les mêmes objectifs. Ou peut-être que les choses ne sont pas aussi organisées que nous le pensions auparavant. Lorsqu'on pense au nombre futur de bases aux États-Unis, il y a 3 facteurs principaux qui joueront inévitablement un rôle clé: opinion publique, sécurité économique, transparence gouvernementale. Pour l'instant, le réalisme défensif semble être la tendance privilégiée dans l'esprit américain. Le coût de la vie continue d'augmenter, et le Congrès commence à donner autant d'aide aux zones de conflit. Il y a une augmentation des rapports provenant de zones densément peuplées concernant un manque de santé et de sécurité.
Si le peuple américain a des intérêts domestiques plus importants, il y a une chance que la tendance change de direction. Peut-être assisterons-nous à davantage de développement de base dans les États pour gérer la montée du mécontentement public, comme au début du XXe siècle. Le rôle du leadership et des objectifs du parti est inévitable. Cela dit, l'argent parle. La finance jouera toujours un rôle sur la scène mondiale. Depuis la décision de Nixon d'abandonner les talons or, le dollar américain est devenu une monnaie par défaut discutable pour le reste du monde. Maintenant appelé le mouvement de dédollarisation, cette rétorsion envers les États-Unis a eu sa part de défis. Pour les non-initiés, les routes commerciales outre-mer peuvent sembler être une préoccupation mineure, mais il existe des voies qui paralyseraient complètement l'économie américaine si elles étaient bloquées. Un exemple serait Djibouti, pays face au Yémen, séparé par le détroit de Bab al-Mandab. Ce passage large de 28 km est le seul moyen de passer de la mer Rouge au golfe d'Aden, et il est secondaire au canal de Suez pour le transport de ressources précieuses, spécifiquement le pétrole. Cela signifie que si cette route était supprimée, une quantité presque incalculable de richesses serait perdue. Pour cette raison, c'est un point chaud pour les bases appartenant aux deux côtés de l'allée, y compris les États-Unis, l'Italie, la Chine, la France et le Japon. Les États-Unis ne renonceront jamais à leur base dans la capitale, ni à aucun autre lieu rentable. Cela nous amène à la question de la transparence. La vérité est que nous ne saurons probablement jamais combien de bases existent exactement. Le 21e siècle a révélé que les États-Unis, le gouvernement n'est pas trop enclin à partager des informations. De plus, même s'ils sont soumis à un audit, ils trouvent des moyens de satisfaire l'enquête publique s'ils n'ont pas de réponse claire. Mis à part les fuites occasionnelles, une grande partie de la population a l'impression d'être laissée dans l'ignorance en ce qui concerne les opérations étrangères. Récemment, le Pentagone a utilisé la base de données de l'auteur David Vine pour partager le nombre de bases étrangères actuellement actives. Cela signifie soit que le gouvernement ne peut pas suivre le nombre de bases établies à travers le monde, soit qu'ils utilisent ces registres afin de se décharger du fardeau de la suppression des bases de leurs propres dossiers personnels. En fin de compte, il est probable que les États-Unis continueront à payer ou à imposer leur participation à des accords de construction de bases. Si la diplomatie continue d'échouer, une présence militaire semble être le meilleur pari du pays pour maintenir l'ordre. La construction augmentera très probablement à la fois sur le territoire national et étranger pour gérer la population ici et à l'étranger. Merci d'avoir regardé.